Ok, donc bonjour à tous qui nous rejoignent en ligne. Nous attendons encore quelques participants en présentiel. Donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir ce matin à ouvrir la première commission, la première réunion de la commission santé du CIAN qui est consacrée à la façon dont les entreprises intègrent les enjeux santé dans leurs engagements RSE. Et c'est un sujet qui a beaucoup occupé voilà, dans l'espace médiatique. On en a beaucoup parlé au sein de nos réseaux, mais depuis la crise sanitaire, évidemment, on voit bien qu'il y a un changement qui est assez révélateur de la façon dont il y a eu une prise de conscience sur le rôle que peuvent jouer les entreprises dans le domaine de la santé et de l'importance et de la force que peut avoir, de transformation que peut avoir leur engagement sociétal, en particulier dans le domaine de la santé sur le continent africain. Alors, on aura un certain nombre de retours d'expérience aujourd'hui sur la façon dont justement les entreprises, et c'est pour nous très important d'avoir ce type de témoignage très concret, donc la façon dont elles abordent tout cela à partir d'exemples très concrets. Donc, j'ai le plaisir vraiment là, ce matin, d'accueillir 4 panélistes qui sont tous des experts et des praticiens de la RSE, j'ai envie de dire. Donc, on a Valérie Noël Kodjo-Diop, qui est directrice de l'innovation et du développement durable à la Banque ouest africaine de développement. Moussa Djané, directeur adjoint des risques et responsable de la RSE, Société Générale Burkina Faso. Christine Logbo Kossi, qui est directrice générale de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire. Et Souleymane Soro, directeur des ressources humaines et de la communication à CEMOA Côte d'Ivoire. Alors, on va avoir un déroulement en 3 temps. Premier temps, 4 questions à chacun des panélistes, peut-être après que Etienne nous fasse une petite introduction, président donc délégué du CIAN. Un deuxième temps sur la réponse donc aux questions. On va consacrer un petit peu de temps aux questions, à la fois des participants en présentiel et pour ceux qui seront en ligne à travers le chat. Et enfin, je vais demander à chaque panéliste en guise de conclusion de nous donner peut-être une recommandation forte sur la façon dont les entreprises peuvent transformer leur engagement en actions un petit peu concrètes sur le terrain dans le domaine de la santé. Donc, Etienne, peut-être que je t'invite à dire un petit mot pour le CIAN et puis on va passer après ensuite au panel. Ben voilà, la caméra tourne. Bonjour à tous. Je ne voulais pas vous prendre du temps, je vais surtout laisser les débats commencer tout de suite. Simplement pour vous dire que d'abord, je remercie Éric Babil d'avoir organisé cette commission qui est sur un sujet très important, car il apparaît de plus en plus, à nos yeux en tout cas, que les questions de RSE sont à la fois une nécessité d'orientation et de conviction pour les entreprises françaises en Afrique, mais aussi un facteur de différenciation. C'est comme cela que les entreprises françaises et européennes, parce qu'il n'y a pas que les françaises, se différencient, c'est dans leurs comportements généraux par rapport aux nouveaux acteurs qui viennent pour la plupart de l'Asie ou du Moyen-Orient, qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations et aux mêmes règles de conformité. Et donc, les questions de RSE, c'est une question à la fois morale, mais aussi concurrentielle pour nous et d'image. Et là-dedans, évidemment, il y a les questions de lutte contre le réchauffement climatique, de comportement citoyen, de renonciation à la corruption, enfin, toutes ces choses assez classiques, d'ailleurs qui sont souvent contraintes par nos accords et nos conventions et nos contrats que nous passons. Nous sommes obligés, si au cas où nous ne le voudrions pas, nous sommes obligés de le faire. Il y a un sujet où nous pouvons à la fois faire de la RSE, faire du social et améliorer la rentabilité de nos affaires, c'est la question de la santé. Et ici, au CIAN, on supporte assez l'idée de dire ayons un bon dialogue social, créons une bonne atmosphère avec les personnels que nous employons, c'est notre différence, mais aussi améliorons la productivité de nos entreprises. Et au moment où on avait réfléchi avec Éric sur les maladies transmissibles en Afrique, on s'était aperçu qu'il y a une baisse de productivité qui, dans certains cas, peut monter jusqu'à 30%, mais elle est invisible. Et donc, c'est à la fois vertueux et c'est à la fois utile de faire des actions pour la santé au sein de l'entreprise. Car certains pourraient dire, mais pourquoi est-ce que l'entreprise s'occupe de ça? Ce n'est pas son dossier. Nous pensons que si, et c'est pourquoi cette commission qui va
faire au fond des retours d'expérience et discuter de comment on peut faire pour cela est si importante et pourra donner des pistes utiles à tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne matinée et une bonne séance sous la baguette d'Éric. Voilà, je vous passe la parole, Éric. Très bien, merci. Merci Étienne pour ce mot d'ouverture et de bienvenue. Nous avons 4 panélistes, 4, j'ai envie de dire, domaines d'expérience qui sont assez divers, avec Souleymane Soro, donc, qui travaille pour une entreprise dans la filière cacao, le groupe C'est Moi, Moussa Djané, qui lui travaille pour la Société Générale en qualité, dans ses fonctions, notamment il s'occupe de la RSE. Nous avons, ce qui est intéressant aussi pour nous, une organisation du secteur privé, comme la Chambre des mines de Côte d'Ivoire, et c'est important de voir comment ces organisations professionnelles portent les sujets de RSE et comment elles placent la santé au cœur et les enjeux, il y a la santé au cœur de leur engagement sociétal. Et enfin, Christine, Valérie Noël-Kodjo, qui a rejoint, qui est une ancienne de la Société Générale, que tout le monde ici connaît, même en ligne. Valérie est déjà intervenue, vous la connaissiez surtout à l'époque Société Générale. Elle a rejoint depuis le début de l'année la Banque ouest-africaine de développement en tant que directrice de l'innovation et de l'engagement sociétal. Et elle aura… Et du développement durable. Du développement durable. Merci Valérie de corriger. Et elle aura l'occasion donc de nous partager sa vision et aussi de nous dire comment ces sujets se déclinent au niveau de son organisation. Alors, on va sans plus tarder passer à Souleymane. Il s'agit d'un panel interactif, hein, donc on n'aura pas de présentation PowerPoint, on est plutôt sur des questions-réponses et vous aurez bien sûr en présentiel la possibilité de poser des questions lorsqu'on ouvrira la session de questions. Et pour ceux qui seront en ligne, Virgile regardera et surveillera le chat pour qu'on puisse répondre aux questions de ceux qui sont en distanciel. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour ceux qui ont des questions, ce sera dans la catégorie Q&R du Zoom. Vous posez vos questions ici. La discussion, c'est plus pour les échanges, les échanges rapides. Voilà. Et de lever la main, je ne sais pas, voilà, c'est ça, par le webinaire. Très bien. Donc, on va démarrer avec… ce qui est intéressant, 2 acteurs de terrain, donc tout le monde est sur le terrain. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a jusqu'à présent fait ces sujets. Le plus souvent, on a eu des interlocuteurs groupes. Et pour cette commission, nous avons vraiment des acteurs de terrain. Je trouve que ça ajoute quelque chose d'intéressant à cette commission, puisqu'on va vraiment parler de manière très concrète d'engagement, d'action, de mesures d'impact, etc. Donc, on va commencer avec Souleymane Soro, hein, qui lui aussi est un habitué de nos réunions. Souleymane, je disais, est directeur des ressources humaines et de la communication à C'est Moi Côte d'Ivoire. Donc, Souleymane, peut-être en quelques mots, redire ce qu'est l'activité du groupe C'est Moi, et puis on va passer tout de suite aux 4 questions. Donc, vous aurez à tour de rôle 4 questions. Ce n'est pas un grand oral, mais c'est quand même 4 questions à chaque fois. Vous aurez 3 minutes par question et nous aurons ensuite une discussion à partir de vos communications. Donc, Souleymane, en quelques mots, peut-être nous dire voilà, ce que représente le groupe C'est Moi en Côte d'Ivoire pour resituer tout le monde sur votre activité et vos opérations. OK. Bonjour à tous. Bonjour, Eric. Alors, je fais cette conférence dans un cadre bien particulier. Pour ceux qui connaissent Abidjan, il y a beaucoup d'embouteillages les matins. Malgré les 2 heures d'avance que j'ai pris, je suis tombé dans l'embouteillage. Donc, j'ai dû me garer dans une station et pour pouvoir faire partie. On connaît, ça devient terrible. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Voilà. Juste pour le dire, ça s'appelle aussi les bons réseaux. Voilà. Donc, je suis là. Donc, je le fais avec mon téléphone portable. Donc, je m'excuse déjà pour les déshydratats éventuels qui pourraient avoir lieu. Alors, le groupe C'est Moi est un groupe français. Enfin, était un groupe français parce que là, il a basculé. On a de nouveaux actionnaires qui sont belges. Et donc, c'est le premier chocolatier français. Et là, on est passé premier chocolatier européen avec l'acquisition par le groupe Sud Product de C'est Moi. Donc, nous sommes présents depuis les plantations à travers nos partenaires qui sont les planteurs de cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Donc, c'est vraiment notre spécificité, c'est qu'on est complet sur la chaîne de valeur du cacao. Voilà un peu ce qu'on peut dire
Et en Côte d'Ivoire, qui représente le principal fournisseur des usines du groupe C'est moi, nous avons une population de 1000 collaborateurs avec près de 6000 planteurs qui sont avec leurs familles, qui nous accompagnent au quotidien et qui font le rayonnement de notre entreprise. Et c'est toute cette population qui est prise en compte dans notre politique de développement durable et notre politique RSE. Très bien, Souleymane. Très bien, merci. On espère que le réseau va tenir et on comprend, comme disait Valérie, j'entendais dire ça, c'est un exemple d'engagement concret. On espère que le réseau va tenir. Alors, justement, première question, je parlais du rôle révélateur qu'a eu la crise du Covid sur justement l'engagement RSE, d'ailleurs, qui a révélé d'ailleurs souvent à au grand public le rôle que jouaient les entreprises dans le domaine de la santé, notamment en Afrique. Et comment tu vois justement cette évolution, ce tournant depuis la crise du Covid, comment le groupe C'est moi, justement, peut-être intègre ces enjeux-là dans sa stratégie RSE. La santé faisait déjà partie, avant la crise sanitaire, bien évidemment, de vos axes, mais comment est-ce que vous avez peut-être retravaillé, revu les choses à ce niveau-là? Alors, ce qu'on peut dire pour le groupe C'est moi, en fait, la sécurité des personnes et la santé de tous fait partie de nos fondamentaux, de nos priorités. C'est d'ailleurs notre axe prioritaire numéro 1. Donc, préservation de la santé et le bien-être de nos collaborateurs et de toutes les parties prenantes avec lesquelles nous interagissions. Donc, en fait, il faut dire que c'est lié depuis que l'usine existe et que nous fonctionnons, depuis les années 96 qu'elle est implantée en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons une politique de santé et de sécurité qui est assez particulière et qui n'a pas véritablement changé avec l'avènement du Covid, puisque nous étions déjà dans une logique de préservation. Nous avons compris que nos enjeux réels réside dans la santé de nos collaborateurs, leur bien-être, c'est le socle de tout développement. Parce qu'on a beau avoir les machines, beau avoir les investissements qu'on veut, si on n'a pas de collaborateurs ou des personnes qui sont importantes, qui sont épanouies dans ce qu'elles font et qui sont engagées à travers leur activité dans un certain sens, nous sommes convaincus que nous ne pourrons pas atteindre tous les niveaux de performance auxquels nous aspirons tous. Donc, conscient de cet enjeu-là, nous avons multiplié nos actions sur le terrain, ce qui a fait que même avec l'avènement de la crise Covid, nous avons eu très peu d'impact parce que les politiques avant-gardistes que nous avons, au regard de notre système de politique sanitaire existant, donc qui se transforme, nous avons en interne une infirmerie, donc un centre de santé, avec un médecin d'entreprise, le professeur Ognien, et son équipe, une belle équipe. Nous avons 4 infirmiers qui interviennent 24 heures sur 24 au niveau des équipes. Tout ça pour nous montrer notre engagement et notre proximité avec les salariés pour être au parfum de tout ce qui se passe quotidiennement. Nous avons en plus de cela, nous avons une assistante sociale qui s'intéresse également à la vie des collaborateurs, même en dehors de notre environnement professionnel. Et donc, pour nous, ce sont toutes ces actions-là qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire face à l'enjeu Covid que nous avons eu et que nous avons su surmonter de manière remarquable, parce qu'il faut dire qu'on a eu très peu de cas au regard de la situation qui avait été déjà présentée. Et nous avons pu maintenir notre système tel qu'il était et nous l'avons renforcé par ailleurs. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire sur cet aspect-là. Pour dire que la santé n'est pas nouveau, c'est pas un système nouveau pour nous. Nous en faisons que continuer et l'accentuer avec l'avènement de cette crise que nous avons connue et qui a fait beaucoup de dégâts. Oui, on comprend donc que c'est un sujet qui est au cœur de votre stratégie RSE, la santé, mais derrière chaque employé, derrière chaque collaborateur, il y a une famille. Est-ce que le groupe C'est moi intègre ce qu'on appelle les ayants droit, les familles, et tu as cité les planteurs. Jusqu'où va cet engagement RSE? Quels en sont vraiment les bénéficiaires? Quels sont les différents périmètres un petit peu de… Alors, là, c'est le réseau. Nous avons les salariés, leurs familles, les ayants droit, comme on les appelle. Nous avons toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que nos partenaires qui interviennent sur le site. Je pense notamment à ceux qui nous livrent le produit. Nous avons les coopératives,
Et ce que nous avons fait avec l'avènement de la crise Covid, nous avons déjà assisté tous ces planteurs en leur faisant des distributions de kits alimentaires. Ça a été fait parce que tout le monde sait que la crise a été difficile et que ces populations qui sont fragilisées avaient des difficultés à faire face au quotidien, puisqu'il n'y avait pas de vente, il y avait moins d'activités. Et pour nous, il est important, en plus de nous intéresser à nos collaborateurs, de penser à ces personnes qui ont un pouvoir d'achat vraiment assez modeste. Et notre responsabilité également, c'était de les soutenir quand ils sont dans les difficultés. Et ça, nous l'avons fait. Et en plus de notre engagement, c'est que nous avons fait ce qu'on fait, les bilans de santé qui sont traditionnellement faits à l'usine. Nous avons, avec l'accord même du SIAM, à travers santé en entreprise, entrepris des caravanes de santé qui sont faites pour le personnel. Et depuis l'année dernière, nous avons introduit dans notre politique la prise en compte des populations qui interviennent avec nous, notamment les planteurs, qui sont nos partenaires. Et nous l'avons réalisé et nous continuerons dans ce sens-là. Voilà un peu certaines actions qui sont menées par le groupe C'est moi au profit des populations avec lesquelles nous interagissons. Donc, effectivement, je pense qu'il faut saluer cet engagement qui s'illustre aussi, qui se concrétise. Et c'est vrai qu'on n'a pas, on a quelques exemples, et le groupe C'est moi en fait partie, d'entreprises qui ont soutenu des caravanes santé qui ont été voilà, au bénéfice de d'autres parties prenantes. Donc, dans votre cas, des planteurs, même en dehors d'Abidjan. Donc, c'était aussi emmener la santé en dehors de la capitale pour commencer à décentraliser les choses. Alors, j'ai une dernière question rapidement, Souleymane, avant de passer à Moussa Diané. On va passer de la Côte d'Ivoire au Burkina. Est-ce que bon, vous faites beaucoup de choses, on a bien compris, hein, et vous avez été amené même à suivre et à anticiper certains impacts de la crise sanitaire. Tu as cité les kits alimentaires, le soutien qui a été apporté aux planteurs et à leurs familles. Mais est-ce que vous avez une mesure d'impact de ces actions et surtout une manière de mesurer les bénéfices sociaux, surtout économiques de ces actions? Parce que souvent on dit la RSE coûte, mais est-ce que vous avez moyen de dire aujourd'hui que cet investissement génère un retour sur investissement qui participe des performances économiques de votre entreprise? Alors, Eric, avant de répondre à ta question, ce que je peux simplement rajouter, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons, d'abord au niveau du groupe et ensuite au niveau de la Côte d'Ivoire, nous nous sommes dotés d'une politique RSE, pas une politique qui est juste rédiger un engagement comme on le fait, on l'accroche sur un mur. Pour nous, notre politique se traduit de manière opérationnelle à travers un programme de développement durable que nous avons dénommé Transparence Cacao. Transparence Cacao qui est pour nous, qui englobe, ce projet est bâti sur 4 piliers, et 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'environnement, parce que nous sommes conscients de notre rôle en tant qu'acteurs qui intervient dans le domaine de l'agriculture. Donc, nous voulons faire un cacao qui doit être respectueux de l'environnement. Ensuite, au plan économique, nous avons voulu que le cacao puisse contribuer à améliorer les conditions de vie de tous les acteurs, aussi bien des collaborateurs et que des planteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons été de ceux qui ont lutté avec le gouvernement pour obtenir ce minimum qu'on exige à tous ceux qui interviennent dans l'industrie du cacao pour élever un peu le niveau de prix du cacao au niveau des planteurs. Donc, et ça a été fait avec le Ghana également. Donc, c'est mis en place depuis quelques années. C'est un coût, mais ça aide les populations à pouvoir aller de l'avant et à avoir de meilleures conditions. Nous avons également, à travers les 4 piliers, le troisième pilier, c'est le volet social. Donc, nous voulons faire un cacao qui soit éthique, d'accord? Donc, avec des professionnels, des producteurs qui sont accompagnés et surtout veiller à une question qui revient de manière récurrente dans le domaine du cacao, le travail des enfants. Aujourd'hui, nous sourçons notre cacao auprès des planteurs, nous les connaissons et nous achetons ce cacao avec eux dans un certain programme que nous prenons le cacao frais. Donc, nous savons avec qui nous achetons, dans quelles conditions, et nous aidons à la pénibilité du travail parce que le cacao nécessite beaucoup d'activités, beaucoup de labeur. Donc, ce sont les activités que nous mettons en avant et sur lesquelles le groupe C'est moi met un accent particulier. Et ensuite, le dernier domaine, c'est le domaine de la qualité, donc le 4e pilier.
une qualité parce que nous sommes conscients que nous sommes des chocolatiers. Nous ne sommes pas des vendeurs de commodities. Comparativement à ce que beaucoup pensent, c'est moi est un chocolatier. Et un chocolatier, donc, c'est le produit fini. Nous devons donner des produits de qualité à tous nos consommateurs parce que nous voulons garder ce label de premier chocolatier, non seulement ivoirien, premier chocolatier français et maintenant avec l'acquisition du groupe par Sud Product, nous sommes devenus le premier chocolatier européen. Et pour nous, ça, il faut garantir la qualité et c'est un label pour nous et nous tenons là-dessus. Donc, pour résumer, notre politique, elle est axée sur ces 4 piliers-là. Un pilier économique, un pilier environnemental, un pilier social, où nous accompagnons les producteurs, et un pilier de qualité. Voilà un peu ce que je peux dire. Pour terminer par ta question sur le volet d'évaluation, nous avons un comité RSE qui s'intéresse à ces questions d'impact et qui sont évaluées régulièrement. Il y a un rapport qui est produit et qui est publié sur notre site et qui est accessible à tout le monde pour voir un peu ce que nous faisons. Ne sont pas seulement des paroles, ce sont des actes concrets et qui apportent un plus dans l'amélioration des conditions de vie et de bien-être des populations qui nous accompagnent dans ce processus. Voilà, Eric, est-ce que je peux répondre sur cette question? Merci. Donc, tout cela est bien documenté dans votre rapport développement durable, communiqué à tout, donc public, rendu public, communiqué à toutes les parties prenantes. Et donc, en termes même de transparence, tout ça est documenté et tracé. Donc, merci, Souleymane. Je reviendrai sur peut-être 2-3 questions, et puis on aura certainement aussi des questions des participants. Je pense que ça nous donne déjà un premier exemple très bien, qui illustre très bien l'engagement. Donc, vous êtes leader dans votre domaine au niveau business, économique, mais on voit bien que vous avez aussi un leadership et que tout ça peut se concilier, comme disait Étienne. C'est-à-dire il n'y a pas l'économique d'un côté, l'environnement de l'autre et le social à un 3e niveau. Vous faites la preuve que tout ça peut aller de pair. OK, donc je vais passer maintenant à Moussa. Moussa Djani, tu vas rester encore un peu avec nous, Souleymane, pour la suite de la réunion. J'espère que ça avance quand même, que tu avances un peu dans l'embouteillage. Oui, non, je suis là, je suis garé. Maintenant, je vais essayer d'avancer. Sinon, je suis là, je vous écoute. Je vous suis à travers. On va aller maintenant au Burkina avec Moussa. Alors, Moussa Djani est directeur adjoint des risques et responsable de la RSE à la Société Générale Burkina Faso. Il va nous parler à la fois de l'engagement au niveau groupe, mais de la façon dont cet engagement se décline sur le terrain à travers l'expérience de la Société Générale au Burkina. Donc, Moussa, bonjour. Bonjour. Tu nous entends bien? Voilà. Oui, je vous entends très bien. Voilà. Donc, est-ce que tu peux en quelques mots, nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel vous intervenez au Burkina et comment, justement, la santé, quelle place la santé occupe dans l'engagement sociétal du groupe Société Générale, avant peut-être de parler de la façon dont vous faites les choses, comment vous l'organisez, comment tout ça est porté au niveau de la filiale. Dans un premier temps, nous rappeler comment la place de la santé et surtout ce qu'on appelle l'objectif de développement durable numéro 3, qui parmi les 17 engagements de développement durable, l'accès à la santé et au bien-être pour tous. Comment cela se présente au niveau groupe? Ok, merci Eric. La dimension sociale de la RSE au niveau du groupe occupe une place très importante. Il faut le dire que depuis bientôt 3 ans, le groupe a mis au centre de ses priorités une dimension RSE qui porte sur différents volets. Et le volet santé se décline tant bien au niveau des business units qu'au niveau des filiales. Et nous avons pas mal d'actions que nous entreprenons sur ce volet, sur le terrain de la santé. Il faut dire qu'on a beaucoup d'actions qui sont menées avec des ONG et au niveau aussi interne sur la question de la santé au niveau de Société Générale. Donc, on a même récemment fait une caravane santé avec S3E qui a permis de dépister pas mal de personnes. Et depuis un certain moment, plusieurs actions sont
validé au niveau du groupe et décliné au niveau des filiales pour pouvoir porter au cœur de cette stratégie RSE la question de la santé des collaborateurs du groupe Société Générale. OK. Alors justement, on parle d'actions qui sont menées. Qui sont, pareil, les cibles bénéficiaires? Ce sont les employés, les familles, ou vous intégrez aussi les populations locales dans ces engagements, dans les actions qui sont menées? On a parlé d'une caravane santé, notamment. Si tu peux nous partager un petit retour d'expérience sur ces actions ou d'autres dans le domaine de la santé. Okay. Il faut dire que généralement, les caravanes qu'on mène portent prioritairement sur l'effectif de la banque, mais aussi sur les ayants droit et les populations riveraines. Courant 2021, comme je le disais tantôt, nous avons pu, avec l'ONG Santé en entreprise, dépister et sensibiliser environ 1200 personnes, dont 30% seulement représentaient l'effectif, les personnels de la Société Générale. Et cela nous a vraiment donné des résultats encourageants. Ça a permis aux parties prenantes, mais aussi aux collaborateurs, de pouvoir avoir une idée sur les statuts sanitaires et aussi de pouvoir inviter les autres acteurs qui sont autour de nous d'emboîter le pas pour pouvoir avoir une idée sur la cartographie sanitaire de l'ensemble de leurs collaborateurs, ce qui est une source de performance parce que qui dit santé dit présence de l'employeur, qui dit présence de l'employeur, en quelque sorte, il y a une certaine efficacité, une productivité qui peut se transformer en résultat et à l'atteinte des objectifs chiffrés de l'institution. OK. Au niveau de la filiale, justement, Société Générale, Société Générale au Burkina, est-ce que vous avez la possibilité, enfin, est-ce que vous documentez toutes ces actions aujourd'hui en matière de santé ou plus largement en matière de développement durable? Est-ce que vous avez des rapports, disons, plus détaillés au niveau filial? On sait toujours que c'était une question qui est posée au groupe. On a souvent des rapports au niveau groupe, mais par pays, et notamment pour le cas du Burkina, est-ce que vous avez ce type de support? Et surtout, même question que posée à Souleymane, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé avec les parties prenantes, rendu public, pour justement mesurer et apprécier les efforts que fait votre entreprise dans ce domaine de la santé? Il faut dire que comme au niveau groupe, les engagements et les résultats annuels des actions RSE sont publiés dans nos rapports annuels et partagés avec l'ensemble des parties prenantes. Cela permet d'ailleurs au groupe de pouvoir avoir une bonne notation financière et de mieux orienter le choix des investisseurs sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Côté Société Générale, comme je le disais tantôt, nous avons également ces points-là qui sont repris au niveau de notre rapport d'activité annuel qui est présenté à l'ensemble des parties prenantes. C'est disponible sur notre site et partagé avec tous les acteurs qui travaillent avec la banque au niveau local, mais aussi à l'international. Alors, dernière question, Moussa, avant qu'on revienne à la Côte d'Ivoire avec Christine Logbokossi et la Chambre des mines de Côte d'Ivoire. L'engagement, c'est quelque chose de clé dans tout ce dont on est en train de parler depuis ce matin. Comment c'est porté au niveau de la filiale? Est-ce que c'est un sujet qui est porté par la direction générale? Est-ce que c'est un sujet qui est délégué? Et à quelle direction? Qui anime cette stratégie? Est-ce que c'est plutôt les ressources humaines? Est-ce que vous avez une direction RSE? Comment tout cela s'organise et se décline? Je disais, en fait, les politiques et initiatives du groupe pour répondre aux enjeux impacts sociaux sont déclinées opérationnellement par les entités en tenant compte de leur législation propre et dans des contextes locaux sans jamais en dénaturer l'esprit de l'engagement. Donc, cet engagement est généralement porté par le premier responsable de la filiale, le responsable d'implantation, en collaboration avec la direction des ressources humaines pour une déclinaison au niveau des collaborateurs. Il faut dire que très souvent, quand ce type d'action arrive au niveau de la filiale, on n'a pas un département d'une direction, mais on a un responsable RSE qui participe aussi à la déclinaison de cet engagement au niveau local pour
aller un peu plus loin, tout ce qui est fait au niveau central est décliné pratiquement, quasiment, la plupart est décliné au niveau local dans les différentes filiales. Je prends pour preuve, il y a la question liée à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui a été déclinée aussi au niveau de la filiale à travers une charte et validée par l'ensemble des membres du CODI qui permet de suivre cet engagement. Très bien, Moussa. On va en rester là pour ce premier tour de questions et tout de suite passer à Christine Bokossi, que je remercie encore de nous avoir rejoints ce matin. Elle a un calendrier très, très, très chargé avec une actualité avec le secteur minier en Côte d'Ivoire, différents gros événements et symposiums. Donc, merci Christine de t'être organisée et pour nous rejoindre ce matin. Et donc, ce qui est intéressant avec la Chambre des mines, c'est on vient de voir deux exemples d'entreprises de manière très concrète dans des secteurs très différents. Mais pour une organisation professionnelle comme la Chambre des mines, c'était intéressant pour nous, surtout en Côte d'Ivoire où nous avons des actions, ça fait partie des pays dans lesquels nous avons vraiment beaucoup d'actions dans le domaine de la santé avec les entreprises. Alors c'est vrai, il faut dire les choses très calmement, sans comment dire, que ça soit mal perçu, mais on voit sur ces sujets-là souvent que ce sont le plus souvent des filiales d'entreprises européennes qui les portent. Et je pense que c'est intéressant pour nous de regarder comment aussi embarquer dans ces sujets de RSE des entreprises nationales, des PME et les organisations professionnelles pour nous sont un levier, nous semble-t-il, pour pouvoir arriver à engager ces acteurs-là. Donc, Christine, merci d'être là. Et la première, pareil, la question, c'est pour nous, c'est peut-être nous rappeler la Chambre des mines en termes de poids, combien vous avez d'entreprises minières, accessoirement, combien ça représente de collaborateurs au total, avant de passer à la façon dont vous intégrez le sujet des enjeux sociaux dans les santé, dans la stratégie RSE de votre organisation, si vous en avez une, et comment ensuite ça se décline auprès de vos entreprises adhérentes. Donc, première question, peut-être une brève présentation de la Chambre des mines avant d'entrer dans le sujet. Merci, Christine. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend, mais très bien, merci beaucoup, Eric, d'avoir associé le secteur minier spécialement ivoirien dans cette discussion. Donc, le GPMCI, appelé communément Chambre des mines, est donc l'organisation patronale des sociétés minières installées en Côte d'Ivoire. Elle regroupe, donc cette fêtière-là regroupe toutes les sociétés en phase d'opération minière, quelle que soit de la recherche à la production, et leurs différents sous-traitants. Donc, cette fêtière rassemble aujourd'hui 60 sociétés, dont les 27 sociétés minières installées et régulièrement actives, ce qui équivaut à peu près… le secteur minier en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 1,4 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires généré en 2021, dont 47% constitue l'investissement réalisé auprès des communautés et en termes de contribution directe à l'État. C'est 17 000 emplois. Et c'est un secteur qui est en plein essor, en pleine dynamique. Vous avez dû entendre parler de l'État de Côte d'Ivoire qui décide de le placer comme deuxième priorité économique pour son développement. Ceci étant dit, l'ensemble de nos membres sont principalement des multinationales ou des entreprises anglo-saxonnes, principalement d'origine canadienne, australienne, pour la plupart, qui s'installent en Côte d'Ivoire, et la partie service peut être faite par des entreprises européennes. Donc, parallèlement, la stratégie depuis ces 4 dernières années, c'est de construire, en termes de gouvernance, un secteur minier basé sur une richesse économique locale, en développant des contextes, des compétences avec des Ivoiriens. Donc, c'est dans cette stratégie-là que les politiques de ESG, bien évidemment,
sont déclinés localement. Vous savez qu'au niveau international, la question avant on parlait de développement environnemental, mais aujourd'hui, on est vraiment sur la démarche globale du développement durable est un pilier important du développement minier, puisque vous savez que les mines se développent en zone rurale et l'acceptabilité sociale de ces projets-là requiert bien évidemment la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux qui rassemblent toutes les problématiques humaines pour mener à bien cette activité économique. Donc, si je reviens à la question principale de l'intégration des problématiques environnementales et sociales pendant la crise Covid, j'ai envie de dire que elle n'a pas véritablement changé les pratiques, mais elle a renforcé le besoin de mutualiser localement les expertises et les us et coutumes que les sociétés ont. Toutes les sociétés minières installées en Côte d'Ivoire répondent à des chartes internationales de bonnes pratiques en matière de préservation de l'environnement, en matière de garantie de santé, sécurité, hygiène et bonnes conditions de travail pour leurs travailleurs, et bien évidemment une bonne cohésion, une bonne collaboration avec les communautés partenaires ou riveraines. Donc, ce qui se passe au niveau du secteur minier, bien évidemment, c'est vraiment de garantir et de décliner localement toutes ces politiques qui sont prises à l'international. Oui, justement, Christine, c'est très intéressant de nous avoir rappelé tout ce contexte et tout, justement, l'attente forte qu'il y a sur le secteur minier par rapport à ces engagements environnementaux, sociaux et voire de gouvernance. On a parlé de politique, de critères ESG. C'est bien là-dedans qu'on se situe. Mais comment c'est organisé au niveau de la Chambre? Vous avez une équipe qui anime ces réflexions ou ça, c'est délégué à vos entreprises membres? Comment est-ce que vous portez ces sujets? Comment vous l'animez concrètement? Vous avez une commission RSE? Voilà, dites-nous un petit peu comment ça s'organise. Alors, la Chambre est une structure autonome, indépendante, qui administre ou qui gère au quotidien le fonctionnement de l'organisation. Donc, j'en suis la directrice générale. J'ai un conseil d'administration dont les membres sont bénévoles et élus chaque 3 années avec l'élaboration d'un plan stratégique. Et au quotidien, j'ai une équipe permanente composée de 7 personnes qui m'assistent sur la définition, la déclinaison des attentes de la feuille de route du conseil d'administration. À l'intérieur de cette équipe permanente, j'ai une section technique qui travaille avec la commission, nous avons une commission HSE pour l'instant, qui travaille sur les questions de hygiène, santé, sécurité et environnement et qui travaille en collaboration parce que les sujets se chevauchent avec la commission de développement durable. Donc, à l'intérieur, parce qu'il faut savoir ici que la question de développement durable au niveau des sociétés minières sont placées directement sous l'autorité du directeur pays ou du vice-président suivant l'organisation de chaque entreprise et est déclinée localement sur chaque site. Donc, sur chaque site, vous avez un directeur opérationnel des questions environnementales, santé, sécurité et développement communautaire, ou plus globalement remonter soit à une vice-présidence, soit à un directeur exécutif qui a sous sa coupole la responsabilité du développement durable. Voilà. Donc, fort de cette hiérarchisation, nous, au sein de la Chambre des mines, nous avons 2 commissions qui travaillent concomitamment sur la couverture globale du développement durable. Très bien. Moi, je pense qu'on va je vais poser une dernière question avant qu'on passe à la suite et il y en aura. On va avoir une discussion ensuite avec les questions, mais on voit bien que le secteur minier a un potentiel très important. On sait que sous le terrain, les entreprises minières disposent souvent, dans le domaine de la santé, d'infrastructures vraiment très développées. Beaucoup ont des
plateaux techniques et des centres médicaux qui ne sont pas d'ailleurs simplement réservés aux employés et aux ayants droit, mais qui bénéficient également aux populations riveraines. C'est un potentiel qui est très important. On a parlé de 17 000 employés. Derrière chaque employé, il y a des familles, mais dans ces familles, on peut aller là, enfin, très loin dans les populations locales. C'est un potentiel, en fait, en termes d'impact. En s'appuyant sur ce potentiel-là, on pourrait vraiment changer beaucoup de choses sur le terrain en s'appuyant justement, en travaillant avec le secteur, des secteurs comme le secteur minier. On a vu la filière cacao un petit peu avant avec ces mois. Est-ce que vous avez une démarche un peu de dialogue aujourd'hui avec l'État ivoirien et le ministère de la Santé sur la façon dont ce potentiel peut se transformer en partenariat public-privé pour aller, dans le domaine de la santé qui nous intéresse ce matin, vers des plans d'action vraiment pour permettre au secteur minier de jouer pleinement son rôle à ce niveau? Est-ce que c'est quelque chose qui a une stratégie, un dialogue qui a lieu, qui donne lieu à des actions, enfin des projets concrets, ou c'est quelque chose que vous envisagez pour plus tard? Cette question révèle le point crucial ou la pertinence d'avoir une fêtière comme la nôtre. Chaque société est aujourd'hui dit autonome et respecte les règles éditées ou parfois adapte leurs pratiques internationales en Côte d'Ivoire. Individuellement, chaque société minière, je peux citer plusieurs exemples, ont contribué à l'amélioration de la carte sanitaire dans les localités dans lesquelles elles existent et travaillent individuellement sur des maladies de santé publique qu'elles rencontrent dans leur zone d'intervention. Donc, nous sommes très actifs, si je parle des sociétés individuellement, sur la question de la tuberculose par rapport à la génération de bruit et de poussière. Nous sommes très actifs sur les questions de paludisme. Le secteur minier s'engage de plus en plus sur les cancers masculins et féminins. La question des bilans de santé sont généralisés sur tous les sites. Les sociétés minières disposent, comme vous l'avez dit, de cliniques ou d'un personnel soignant dans leur politique HSE. Et aujourd'hui, on va jusqu'à, en plus de l'assurance maladie classique, à de la complémentaire retraite pour s'assurer qu'après la mine, ces travailleurs et leurs familles disposent de revenus décents pour pouvoir assurer les frais d'accès aux soins. Ce que la Chambre des mines fait depuis 6 ans maintenant, c'est de parler d'une seule voix sur des sujets cruciaux que sont, par exemple, la question du développement durable et spécifiquement sur la question de la santé. Si je reviens à la COVID, par exemple, les sociétés minières ont dû astreindre une partie de leur personnel, notamment technique, sur les sites en raison des restrictions de mouvement. Donc, naturellement, il y a des incidences psychologiques du fait d'être très éloigné, soit de sa famille ou d'avoir des moments d'aération. Et il fallait pouvoir avoir un cadre d'épanouissement de ces travailleurs. Ce que nous avons pu faire, c'est commencer à développer une charte qui, à minima, permet de vulgariser les pratiques faites au niveau de ces sociétés. Les questions de santé, la vulgarisation, par exemple, sur, par exemple, le Covid, j'entends, la vaccination, le déploiement de la vaccination sur site, la préservation pour d'autres maladies qui pouvaient se décliner, a permis d'amplifier la voix de ces sociétés et de la remonter au niveau des dirigeants, notamment notre ministère de tutelle et le ministère de la Santé. Ce qui a permis de voir ce que les sociétés faisaient réellement, puisqu'elles avaient tendance à rester dans leur coin et de ne pas suffisamment communiquer. Donc, nous généralisons, ou du moins nous essayons de consolider au niveau national l'ensemble des efforts faits au niveau local pour que la contribution de ces sociétés sur des aspects spécifiques comme la santé ou la protection de l'environnement ou de façon globale, les questions même de promotion de genre, de préservation de la biodiversité, soient vulgarisées et suffisamment valorisées au niveau national pour que l'empreinte ou la contribution socio-économique du secteur soit perçue. Bien, mais c'est voilà, un très bel
exemple qui illustre le rôle que vous pouvez jouer. Sans vouloir trahir des discussions, je peux dire qu'on a, avec la Chambre des mines, justement, nous sommes en discussion pour justement voir comment déployer, en s'appuyant sur le secteur minier, des caravanes, parce qu'on sait que ce sont des secteurs déjà, des entreprises très engagées, qui disposent de ces ressources à la fois humaines, logistiques, financières aussi, et qui investissent énormément déjà dans la santé. Donc un projet avec la filière mine pour, en Côte d'Ivoire, déployer plus largement des caravanes de santé. Eric, pardonne-moi de t'interrompre, pardonne-moi, parce que tu disais que tu voulais rendre le sujet interactif. Je trouve que ce que Madame Lobosco-Aussi vient de présenter est vraiment superbe. Et je me permets, et bravo, madame. J'allais te passer la parole. Non, mais c'est juste pour dire par rapport à ce que tu viens de ce que vous venez de dire précisément sur les caravanes auprès, effectivement, des sites miniers et la sensibilisation. Alors, je ne sais pas si on peut aussi venir dans ce type d'initiative, mais en tout cas, je serais totalement d'avis de reprendre contact avec Madame Lobosco-Aussi, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, travailler aussi en partenariat et accompagner auprès de la Chambre ce type d'initiative. Moi, j'adore tout ce que vous avez dit, quoi. Je souscris totalement et je suis parfaitement votre rhétorique, le sujet de la biodive aussi, qui est un sujet bien sûr aussi de bien-être des gens. Donc, et notre action doit forcément, et surtout celle des sociétés minières, s'inscrire dans la protection de la biodiversité, parce que bon, je ne vais pas hijack, comme on dit, la conversation, mais comme on a dit qu'on voulait rendre le truc interactif, moi, je me permets juste je me dis que c'est vraiment ce que vous faites, Madame Lobosco-Aussi. Alors, bon, évidemment, tous mes autres collègues, c'est super aussi, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit et ce que vous faites. Donc, voilà. Donc, je me permets de le dire. Et si vous avez besoin de partenaires pour vous accompagner dans ces caravanes santé en Côte d'Ivoire auprès de la Chambre des mines, je suis votre femme, comme on dit. Je suis votre homme, je suis votre femme. Ça aussi, c'est un sujet, voilà. En plus, c'est enregistré, Valérie Noël. Bien, mais écoute, merci Christine, merci. On va. De toute façon, la conversation continue. Il y aura d'autres questions. En tout cas, merci et bravo encore pour ce témoignage. Ça faisait longtemps qu'on attendait les miniers, les acteurs miniers. On a eu beaucoup de mal à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, justement la semaine dernière. Ça tombait en plein symposium et vous ne pouviez pas être là. Mais c'est un secteur qui est à la fois très exposé aussi. Il faut rappeler ça. Ce sont des secteurs qui sont très exposés par toutes ces maladies dont on parle, tuberculose, paludisme, VIH-Sida. On commence à parler aussi de maladies non transmissibles, les cancers, diabète, hypertension. Ce sont des secteurs qui sont vraiment exposés et qui ont compris, je crois, l'obligation, pas seulement morale, qu'ils ont à agir, mais également en termes économiques et sociaux, ce qui est tous les avantages que ça peut apporter. Donc, on va passer à toi maintenant, on va aller au Noël, tu vois. Donc, bonne transition. Peut-être avant que parce qu'on a entendu, justement, ça faisait partie des questions que je souhaitais te poser sur comment est-ce que la Banque ouest-africaine de développement peut appuyer ce type d'initiative dans une approche filière, parce que je pense qu'il faut qu'on ait une approche filière désormais sur ces sujets, pour les rendre très concrets. Il y a des spécificités aussi qui sont liées à certains secteurs d'activité. On a parlé de carte sanitaire, je pense qu'il faut même parler de la carte des risques sanitaires par filière, pour pouvoir adapter ce qu'on fait aux besoins du terrain. Mais puisque tu as maintenant la parole, peut-être avant que on passe aux questions avec toi, je voulais juste que tu nous dises, parce qu'on t'a connu jusqu'à l'année dernière, tu étais à la Société Générale, tu viens de prendre la direction de l'innovation et de l'engagement, du développement durable à la Banque ouest-africaine de développement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aujourd'hui quelles sont tes principales missions et surtout quels sont tes chantiers prioritaires, si on peut les partager, si tu peux les partager avec nous dans le cadre de tes nouvelles fonctions, avant qu'on engage la discussion. D'accord. Donc je suis un peu toute neuve dans la fonction, donc ça fait, comme tu dis, même pas encore 3 mois, mais bon. Alors, comme vous le savez, donc la BOAD a pour mandat et raison d'être en fait le développement et l'intégration de nos États. Donc donc sous l'impulsion du nouveau président, donc l'institution a ouvert un nouveau chapitre de son histoire et au gré d'un plan stratégique 2021-2025 qui s'appelle le plan Joliba, qui est un plan stratégique 2021-2025 et d'une réorganisation. Le poste a été créé au mois d'août dernier.
Donc, il s'appelle donc département innovation et développement durable. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que c'est un geste fort du management, déjà de créer cette entité, développement durable. Donc, le terme de durabilité a toute son importance. Mon positionnement, c'est un reporting direct au président. Donc, c'est pour montrer juste qu'on considère que c'est un sujet dont se saisit la haute direction de la banque. Donc, ça, c'est important. C'est un sujet transversal puisque c'est un sujet qui irradie la totalité de la banque. Et alors, quand tu me demandes et tout, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, comme je vous le disais, donc le mandat de la banque, c'est du développement. Je voudrais l'ancrer encore plus dans le développement durable. Donc, le sujet de durabilité est pour moi un sujet absolument essentiel. Donc, mon action ainsi que celle de mes équipes, puisque j'ai également, donc, ont été rattachés à moi, donc, le département de la RSE. Donc, c'est très, très important. RSE qui est devenu une des 5e valeurs du groupe. Donc, ça, c'est dire. J'ai également le département de l'évaluation des impacts, donc c'est très important. Également les partenariats, puisqu'on ne fait jamais rien sans personne. Et encore une fois, tu disais, je tendais la main donc à la présidente comment dirais-je, du département des mines, etc. en Côte d'Ivoire. C'est avec d'autres et tout que notre action peut avoir encore plus je dirais, d'être encore plus percutante. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que je m'assure donc que notre action s'inscrit dans la durabilité, aussi bien dans le cadre de notre action propre, si je puis dire, mais également auprès de nos parties prenantes, et également, et je crois que c'est très, très important, de pouvoir l'assesser, donc évaluer cette action en utilisant les critères ESG pour donner des éléments de preuve, puisque la banque aujourd'hui est un peu d'une certaine manière réglementée donc par les marchés, hein, voilà, puisqu'elle est ratée. Mais également, ce n'est pas parce que seulement elle est ratée et qu'on veut donner des éléments de preuve, c'est qu'on le veut également de manière volontaire. Donc voilà. Donc pour résumer, inscrire l'action dans la durabilité et l'évaluer. Voilà, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait et l'évaluer. C'est ça ma comment dirais-je, et tout globalement ma mission. Voilà. La feuille de route, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça ma feuille de route. Voilà. Et je me disais quoi mieux que la santé, qui pour moi incarne le sujet de la durabilité, je pense, et la préservation de la durabilité. Voilà, de ce que nous on appelle le capital humain. Voilà, donc on n'appelle plus ressources humaines capital humain, parce qu'on se dit que quand les bâtiments n'existent plus, le seul capital véritablement qui existe au sein d'une institution, c'est son capital humain. Et en assurer la préservation et la durabilité, c'est le bien-être des individus, mais également la performance de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est un point que je voulais appuyer également. J'aime bien cette notion de capital humain, c'est-à-dire qu'on préserve les actifs, on ne préserve pas que des infrastructures, on ne préserve pas que du capital, Absolument. On préserve aussi les hommes et les femmes et leur santé. Moi, j'aime beaucoup Absolument. ça. Il faudrait presque créer une direction du capital humain, en fait, dans chaque entreprise. Mais en tant que direction, en tant que banque du développement, vous n'avez pas comme clients des entreprises ou des particuliers, vos partenaires, ce sont les pays. Comment vous travaillez? Pas que. Alors, c'est là où la palette et je dirais les outils pour intervenir est quand même assez large. Alors, évidemment, les États sont nos actionnaires déjà et nos clients. Mais nous intervenons également dans la sphère des banques commerciales et de la microfinance. Et par exemple, pendant cette crise Covid, nous avons appuyé et assisté les populations au travers de nos actions, de nos financements, hein, parce que l'argent, c'est parfois le nerf de la guerre, hein, malheureusement. Les concours consentis donc comment dirais-je, aux banques commerciales de la sous-région et à certaines organisations de microfinance nous permettent également d'avoir un accès, je dirais, auprès des populations. Donc voilà. Donc nous avons eu des actions, en tout cas dans le cadre de la crise Covid, au travers de ce prisme. Voilà, ça c'est important. Donc nous intervenons, si je puis dire, sous tout le spectre, j'ai envie de vous dire, des acteurs de l'économie, en financement, comment dirais-je, en prise de participation, directement au niveau, enfin pas directement, donc au niveau des PME, etc., etc. Donc on couvre le tissu industriel au travers de nos participations au niveau des banques, voilà, comme je vous le disais, la microfinance. Voilà. Okay. Très bien d'avoir éclairé ça, parce que justement, on va revenir sur ce que vous pouvez faire en tant que banque de développement, mais en tant qu'employeur, vous avez aussi une politique que tu as mentionnée. Alors, donc moi, j'ai envie de te dire que ce que j'ai entendu, on est un peu tous pareils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
comment on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, ne pas avoir de comité de santé, de politique, comment dirais-je, de santé aux individus, le bien-être, etc., etc. Alors, moi, j'ai tendance à dire, j'ai une phrase, et je pense que c'est bien l'objet de… je rentrerai, si tu veux, plus dans le détail de ce qu'on a en termes de dispositifs, encore une fois, mais j'ai envie de te dire que ce qui a été très drôle, je vais vous donner plutôt mon expérience parce que je trouve que c'est drôle et par rapport à moi. Ça nous intéresse, vas-y. En tant que, comme tu le sais, d'autres ne le savent pas peut-être et tout, mais nous savons bien, le savent, le sévérien en général, je suis à mobilité réduite. Donc pour moi, c'est important de voir un peu, et j'ai été une espèce de bêta-testeur pour voir si c'est, j'ai l'habitude de dire pour de vrai ou pour de faux, ces histoires de santé. Alors évidemment déjà, et je vous livre mon expérience personnelle, quand j'ai été embauchée, je suis quand même en chaise, donc je m'étais dit waouh, ça va être un peu dur, et j'ai trouvé que c'était quand même, alors c'est dommage qu'aujourd'hui on dise encore que j'ai trouvé que c'était audacieux, mais c'était pas mal, c'était un signal fort aussi d'avoir une patronne du développement durable qui est à mobilité réduite. Je dis, tiens, c'est intéressant comme… alors, je dis, mais encore. Donc, ça, c'est pour dire que c'est pour de vrai, pour de faux. C'est un peu pour de vrai. Et j'ose imaginer que c'est pas seulement parce que je suis en chaise roulante que j'ai été embauchée. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet qui est aussi intéressant. On a eu donc, ils ont outillé, comment dirais-je, mon bureau. Donc, c'est pour de vrai. Ensuite, je suis partie, on a eu un séminaire dans un hôtel à Lomé, puisque je suis basée à Lomé, qui s'appelle l'hôtel du 2 février, donc je passe à pub, où il y a des marches. Voilà. Et j'ai su après que la direction de la banque avait dit de s'assurer que j'ai une rampe pour pouvoir accéder à la salle de réunion. Donc c'était une réunion qui était quand même de haut niveau, etc. Et l'hôtel a fait une rampe. Alors c'est intéressant parce que la banque finance l'hôtel. Donc ça, c'est aussi une déclinaison de comment une institution comme la BEAD peut aussi inciter, et ça c'est important, ces parties prenantes et notamment les clients qu'elle a, aussi de s'engager sur ce chemin du respect du bien-être et de la santé des individus. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Alors ils ont fait une pente qui était un peu rude, ça ressemblait à une pente de skateboard, donc je l'ai utilisée pour monter mais pas pour descendre parce que je me serais cassé la figure, mais au moins c'était un signe de… Deuxième signe intéressant, pour vous dire ça, parce qu'on parle là de la capacité pour la banque de demander à d'autres ou d'inciter les autres, elles-mêmes étant exemplaires, de les conduire de ce chemin du respect des individus dans leur santé. J'ai pris l'avion, donc on connaît, alors tout le monde connaît, les Air Ivoire, je ne fais pas de mauvaise publicité, les Sky, etc., etc. Et il n'y avait pas de satellite. J'avais un voyage et il fallait s'assurer qu'il y avait des escaliers, où il y avait des instruments pour me permettre, etc. Et il n'y en avait pas. Ce qui fait que mon parcours a été un parcours un peu difficile. Je peux vous assurer qu'il y a eu des incitations au niveau de la banque de dire de faisons attention en tant que effectivement société de transport, de s'assurer également du respect de la santé et de l'état des individus. Ça, pour moi, ce sont des éléments qui sont importants et qui montrent que la responsabilité de la banque, c'est pas seulement d'être exemplaire pour elle-même, et ça, je crois qu'elle l'est, mais également et tout d'inciter ses parties prenantes à l'être. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, c'était un petit témoignage que je voulais vous donner. Merci. Je voulais aussi vous dire que… Oui. Ouais, mais sans le faire trop perso, quoi. Je veux dire, et c'est pas pour ça que je vais donner mais je trouve que la banque fait des choses, me semble-t-il, remarquables, dans le sens où il fallait plus loin qu'effectivement les textes et tout. Il faut véritablement avoir des éléments tangibles qui attestent de ce qu'on fait. Alors, une autre chose aussi que je voulais mentionner, le sujet de la diversité, c'est aussi un autre sujet de la santé, parce que c'est quand même embêtant pour quelqu'un de marcher sans ses deux pieds. Donc avoir une société, une entreprise inclusive qui s'occupe de tous, c'est aussi assurer le bien-être de la communauté. Les actions pour les femmes, les actions pour les seniors sont pour moi, et ce sont des actions dans lesquelles s'engage la BEAD, sont des actions qui attestent de la volonté de la préservation d'un environnement de bien-être et un environnement inclusif. Donc ça, c'était mes petits… je pense que ce témoignage est incarné, je pense que ça parle à tout le monde, puisque tu as vraiment rattaché ça et ramené ça à ta situation personnelle pour illustrer les choses en disant c'est pas du flan, c'est pas du flan, quoi. Moi, j'ai cru que c'était du flan, tout ce que les gens racontaient.
Il y a des textes, mais ça s'applique, quoi. Voilà. OK. Alors, j'avais une question, parce que tu vois, le temps… Pardonnez-moi, on avait encore discuté, mais c'est ce que j'adore dans les commissions, c'est qu'on pourrait, ça pourrait durer des heures, sauf qu'on est un petit peu contraint par, je comprends. Noël. Mais en tout cas, il y a une dernière question que je voulais te poser pour revenir justement au sujet, quand tu as pris la parole tout à l'heure à la suite de Christine, sur le rôle que pouvait avoir la banque pour soutenir des projets. Donc, alors, on a parlé de la caravane santé, mais il y en a d'autres. D'accord, pardonne-moi. Comment est-ce que vous pouvez, en tant que BOAD, justement accompagner ce type d'initiative en travaillant, alors j'ai envie de ramener les choses un peu à la maison, mais sur des projets comme les caravanes santé, qui sont des projets très collaboratifs, sur le renforcement des capacités des professionnels de santé, par exemple sur la formation, sur voilà, tout ce qui concerne, on va dire, l'innovation. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je vais essayer d'être assez succincte dans le sujet. Comme je te le disais, alors, une chose qui est importante, je manquerais à mon devoir si je ne le faisais pas. Dans le cadre du plan Joliba, donc, qui est le plan stratégique pour la BOAD pour les 5 années à venir, des secteurs. Alors, avant, on avait une approche plutôt secteur privé, secteur public. Là, on a une action plus sectorielle. Et le sujet, il y a 5 secteurs qui ont été définis comme absolument cruciaux, dont celui de la santé. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est très, très, très important de le dire. Et j'ai envie de vous dire que les priorités d'intervention de la banque désormais seraient donner accès à des services de santé de qualité, voilà, et assurer une meilleure indépendance sanitaire des États. Ça, je pense que c'est important de le dire. Donc là, comment dirais-je, la BOAD a pour cœur, au cœur de son action, la volonté de porter dans ses actifs et de financer des projets donc sur la santé. C'est un des sujets prioritaires de la BOAD. Ça, je dois le dire. Voilà. Donc, et des actions sont en train d'être déployées. Après, tu parlais de sujets effectivement de partenariat. Oui, bien entendu. Donc, on aimerait pouvoir travailler avec vous sur les sujets de caravane santé. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Comme je te le disais, les partenariats sont importants. Donc, on est en train de travailler en ce moment sur l'établissement de partenariats avec de gros organismes. J'aimerais bien inciter également la banque à regarder les sujets de Global Fund. Je pense que ça devrait être intéressant. Ou également des partenariats donc avec des corporations de métiers, effectivement. Qui est rentré dans la granularité de l'impact que nous pourrions avoir en tant qu'institution auprès de ces populations au niveau de la santé. Donc, je pense que c'est important. Donc, voilà pour répondre à ton point. Voilà. Alors, les sujets de… Voilà, je ne sais pas si c'est… J'ai plein d'autres choses à dire parce que tu sais que je suis bavarde et tout, mais bon, j'ai préféré less is more. Voilà. Donc, et donc, on fait aussi des mesures d'impact de nos actions qui sont aussi mises sur nos sites internet. Donc, on peut voir effectivement l'étendue de nos actions. Voilà. Mais je voulais un peu incarner le truc en vous donnant un peu de mon expérience. Tu l'as très bien fait. Bien fait. Par contre, comme je dois aussi tenir le temps, malheureusement, je me remets en mute. Voilà, on va poursuivre. Et puis maintenant, se tourner peut-être… donc, merci. Valérie Noël, on va maintenant peut-être passer aux questions. Je ne sais pas, avant d'aller au chat, voir si dans la salle, il y a une main qui se lève. Voilà, on l'entend d'ici ou pas? Oui, on s'entend normalement. Présentez-vous rapidement et puis posez la question. Je suis Romain Berton, avocat au barreau de Paris et installé au Maroc depuis 14 ans. Au Maroc et en Afrique subsaharienne, j'accompagne des entreprises plutôt françaises, notamment dans le secteur de la santé. Et au Maroc, on a créé 2 cliniques privées, réorganisé une dizaine de cliniques privées d'un point de vue corporate, etc. Et on les assiste aussi dans leur vie quotidienne, notamment réglementaire. Et ma question est la suivante. Est-ce que j'observe, j'ai pu faire des dossiers donc, au Maroc, j'ai pu aussi en faire en Côte d'Ivoire et j'ai senti un intérêt du secteur privé d'investir en Côte d'Ivoire dans le secteur de la santé, dans des cliniques ou dans des usines, etc. Et j'ai observé au Maroc, ils ont eu une évolution réglementaire très forte qui a permis d'attirer et de créer un cadre vraiment spécifique pour permettre au secteur privé d'investir dans la santé. J'observe que dans d'autres pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire, on a une approche encore traditionnelle de la déontologie médicale qui ne permet pas forcément de grande liberté d'investissement du privé. Et ma question est
est-ce que vous voyez aujourd'hui poindre d'un intérêt d'investisseurs dans le secteur privé? Est-ce que ce n'est pas le secteur privé qui pourrait aussi permettre d'accélérer certaines choses? Est-ce que les banques qui sont là financent ou ont vocation à financer ce genre de projet? Donc, c'est une question qui s'adresse aux banquiers. Aux banquiers, aux deux banquiers. J'aimerais dire un mot après sur ça, sur les opportunités et puis surtout on parle beaucoup d'investir dans des infrastructures, mais on a beaucoup aussi de solutions mobiles aujourd'hui pour emmener la santé au plus près des gens qui ne passent pas forcément par la construction de murs. Et ça fait partie des sujets, justement, avec la e-santé, etc., dont on parle actuellement. La déontologie dans plusieurs pays ne permet pas de le faire, oui, absolument. Un alliage secteur privé et médecins traditionnels dans cette médecine ambulatoire. Absolument. Il y a un travail à faire au niveau des gouvernements pour que les règles et justement le contexte un petit peu légal et les législatifs et réglementaires changent et permettent ce type d'investissement. Est-ce que pour Diané, Moussa et pour Moussa et pour Valérie Noël, vous avez des réponses à la question qui vient d'être posée? Moussa d'abord ou Valérie Noël? Moussa, parce que Valérie Noël vient de parler. Moussa d'abord, okay. Est-ce que tu... Oui, sur ce sujet. Ok, merci Eric. Il faut dire qu'effectivement, ici au Burkina, au niveau de la Société Générale, même ailleurs, on accompagne bien évidemment des initiatives liées à la santé, à la mise en place, mise en route des cliniques, ou bien d'initiatives en fait allant dans le sens de booster telle ou telle maladie, d'éradiquer, je dirais, telle ou telle maladie, soit dans l'environnement de travail ou bien même dans un pays donné. Par exemple, pour le cas, je prends un exemple, pour le cas de la tuberculose, on a fait une analyse globale et que cette analyse a permis de se rendre compte que la tuberculose est bien présente dans certaines zones d'implantation de Société Générale, mais dans d'autres, on n'a pas vraiment la présence de cette maladie, ou bien même qu'elle est là, mais de façon latente. Donc, on a signé une initiative qui devrait permettre à terme de pouvoir éradiquer complètement en fait, cette maladie sur les lieux de travail, mais aussi dans d'autres lieux. Donc, c'est pour dire qu'on accompagne des initiatives. Je prends aussi l'exemple de Maya, qui est une pommade qui permet d'être à l'abri des moustiques pendant 8 heures de temps. On a accompagné cette initiative au Burkina Faso. Aujourd'hui, on voit qu'elle commence à prendre forme et la pommade est utilisée par un grand nombre de Burkinabés pour se protéger contre le paludisme. Donc, il y a beaucoup d'autres actions de financement que la banque accompagne, notamment dans les cliniques et aussi dans d'autres types d'activités liées à la santé. Très bien. Parce que l'action RSE, ce n'est pas du financement, ça. Ouais. La question du docteur, c'est vraiment du financement. Voilà, c'est ça. C'est le financement. Là, on a des actions RSE qui sont très intéressantes, mais la question, c'est est-ce que ça peut devenir une opération commerciale. Est-ce que ça crée de l'activité économique? C'est-à-dire, la pommade Maya, c'est une société qui a été financée, ce n'est pas une ONG. Maya Africa, c'est une entreprise qui est commerciale, en fait, ou c'est une ONG? C'est une entreprise commerciale, ce n'est pas une ONG, c'est une entreprise commerciale. Qui crée, donc qui a monté à partir du beurre, de la transformation du karité en beurre et créer une pommade qui donc permet de se protéger. Donc ça crée des emplois et c'est du business en fait. Hein. On est bien d'accord, c'est une pommade qui est vendue. Oui. Donc c'est vraiment de l'activité. Au Burkina, mais bientôt aussi un peu ailleurs aussi de Burkina, la pommade est commercialisée. D'accord, donc c'est un petit exemple, mais je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a ce sujet réglementaire et législatif, et moi, on serait intéressé de voir des comparaisons avec la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Maroc, Bénin et Togo font partie d'ailleurs des pays sur lesquels cette année nous essayons d'aller, puisque jusqu'à présent, nous sommes plutôt sur Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Guinée et Sénégal. Et le Maroc
Voilà, il y a beaucoup de choses sur le Maroc qu'on pourrait faire. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas de questions. Étienne? Non? Pas de questions? OK. Moi, j'aurais d'autres. Donc, je n'aurais pas forcément beaucoup plus de questions. Par contre, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de vous demander à chacun un petit peu comment vous voyez, quelle priorité vous voyez actuellement et si vous aviez une recommandation à faire pour essayer de pousser un peu plus, parce qu'on sait qu'il y a des engagements, on a vu vos expériences, mais la nôtre, c'est que c'est souvent quand même assez difficile sur le terrain de transformer ces engagements en action. Il peut y avoir plein d'autres obstacles à surmonter, qu'ils soient de ressources humaines, qu'ils soient financières, qu'ils soient ou d'ordre de temps pour les entreprises. Mais si vous aviez les uns et les autres une recommandation à faire à nous faire collectivement pour avoir plus de traduction de ces engagements en action concrète sur le terrain, parce qu'il y a un gros potentiel, on le sait, dans les pays que vous représentez, avec les entreprises des secteurs privés, dans ce domaine de la RSE toujours, pour arriver à faire des choses qui transforment vraiment le paysage en dehors des États et des ONG. Les entreprises, c'est vraiment ce maillon important. On sait qu'il y a beaucoup de potentiel, mais quand on regarde, on se dit, on pourrait faire plus. Et donc, quelles seraient vos recommandations aux uns et aux autres pour réussir cette transformation de l'engagement en action concrète, un peu plus? Souleymane, je peux peut-être te repasser la parole. Je vois que tu es arrivé dans ton bureau depuis tout à l'heure. Non, là, je suis chez moi. Je suis bien arrivé. J'ai profité de la route. Je suis là. Je suis bien installé. OK. Très bien. Tu as bien entendu ma question? Qui est une question. Oui, je l'ai bien entendu. On partage avec vous, parce qu'on a essayé avec le CIAN de pousser ces programmes-là auprès des entreprises. On doit quand même reconnaître qu'on a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, certes, ont des engagements, on le voit bien, et qui communiquent dessus, mais ce n'est pas toujours évident de passer à l'action. Donc, mon sujet un petit peu un peu plus pushy, excusez-moi, mais c'est de dire comment on transforme tout ça en action concrète. S'il y avait quelque chose, une recommandation que vous pourriez nous partager avec nous à partir de votre expérience, qui pourrait aider aussi à embarquer plus d'entreprises dans ce domaine. Merci Eric. Je pense qu'à ce niveau-là, il est important que je rappelle également, ou que je rappelle que je suis par ailleurs le président du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. Donc, quand j'écoutais tout à l'heure Mme Kadio Diop sur ce qu'elle était en train de dire, c'est-à-dire qu'on a l'occasion, nous, d'être au niveau du capital humain, d'être une organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs RH de la communauté en Côte d'Ivoire. Et nous souhaiterions effectivement, mon ambition, et je pense que celle de certains partenaires, c'est d'arriver à faire en sorte que les entreprises qui ont une taille moyenne, les PME et certaines grandes entreprises de la place, s'investissent réellement dans ce domaine de RSE, pas seulement pour pouvoir avoir des jolis bilans à présenter aux partenaires et autres, je veux dire pour poser des actions concrètes, pertinentes et qui ont un impact réel en termes d'amélioration des conditions de vie, en termes de réalité, qui aident à améliorer qualitativement la vie des uns et des autres, des acteurs et de leurs partenaires. Et c'est pour moi cela qui est important. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, elle nous fait la passe. Moi, ce que je souhaiterais, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Eric, c'est de faire en sorte que les autres entreprises qui, pour des questions, parce que le facteur limitant, ce sont les ressources, donc les ressources financières. La plupart des entreprises sont limitées parce qu'elles n'ont pas les finances nécessaires pour entreprendre des examens. Déjà, elles ont déjà du mal avec ce qui est légal et obligatoire, à savoir les bilans, les visites d'entreprise, les visites médicales obligatoires qui sont instituées dans les tests réglementaires. Certains ont du mal à le faire. À plus forte raison, leur demander de passer outre, d'aller au-delà de leurs responsabilités, de leur engagement légaux. Donc,
C'est pour ça que, à travers les organisations patronales ou professionnelles, je pense qu'on peut, en ayant un financement acquis, faire des caravanes à grande échelle. Et c'est pour ça que l'idée de la caravane santé est pour moi fondamentale. Nous, on l'a expérimenté en interne, on fait les bilans, on va au-delà, mais on a aussi fait des bilans et on s'est rendu compte que ça avait un impact majeur. Ça nous a permis d'associer tous nos partenaires qui sont les intérimaires qui travaillent pour nous, les partenaires qui viennent sur le site, toute personne qui a accès au site et même les populations riveraines. Et quand c'est comme ça, on voit l'impact. Et donc, si j'en ai des financements et qui permet aux entreprises même, les chefs d'entreprise, de pouvoir bénéficier d'accompagnement de mesures de facilité, pour mettre en œuvre ces mesures, on aura un impact, je veux dire, à échelle plus importante et on pourra, de cette manière-là, jouer notre rôle en tant qu'acteur. Et donc, le plaidoyer que je vais faire aujourd'hui, c'est celui-là. Une entreprise comme la nôtre, oui, c'est moi parce qu'on en est conscient, on sait ce que c'est et tout le monde est d'accord sur toutes les informations que j'ai entendues, on est tous unanimes qu'il faut préserver la santé, il faut investir sur le capital humain. Mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités, n'a pas les mêmes enjeux. Et pour d'autres, ils le font pour l'image, la réputation. Mais il faut aller au-delà. Et il faut permettre aux entreprises qui n'ont pas beaucoup de ressources de pouvoir le faire. Et moi, c'est un peu ce que je voulais rajouter, Eric, sur cet aspect-là. Et vraiment inviter la BOAD de pouvoir un peu toujours... nous, on est là, on est prêt à faciliter, à être une croix de facilitation pour aider à mettre des actions concrètes sur le terrain et à impacter un plus grand nombre. Je pense que cette commission, elle repose surtout, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais je pense qu'il y a peut-être, parce que vous êtes tous à la place où vous êtes, vous travaillez pour des organisations qui peuvent pousser dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un sujet qui est celui aussi des incitations pour les entreprises d'investir dans la RSE et d'investir dans la santé. Est-ce qu'il n'y a pas une initiative, dans des initiatives à mener, pareil pour la Chambre des mines qui est là, sur comment encourager les entreprises, même en termes fiscaux, ce qui manque souvent. Hein. Une entreprise, on ne fait pas la différence aujourd'hui entre une entreprise qui investit dans la RSE, tout le monde est d'accord qu'il faut le faire, tout le monde admet que c'est bon pour le business, que ça permet d'améliorer les performances économiques, etc. Ça permet de préserver le capital humain, tout ça, tout l'argumentaire, on le connaît. Maintenant, comment on accompagne ça sur un plan de politique publique dans les pays pour que les entreprises puissent bénéficier, celles qui investissent vraiment dans la RSE, dans la santé, puissent bénéficier de ces avantages, d'avantages fiscaux, d'avantages économiques. Est-ce que c'est un sujet qui est sur la table aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas, ensemble, travailler pour le porter dans les pays où nous travaillons? Parce qu'il y a des entreprises qui font des choses, et souvent elles nous disent on le fait de manière volontaire, parce qu'on a le budget, mais comme tu dis, Souleymane, beaucoup n'ont pas ces ressources-là, donc il faut travailler sur les outils pour les accompagner, et surtout sur qu'est-ce qu'on crée comme incitation pour les emmener à le faire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Ouais, je me dis peut-être que, tu vois, quand on voit dans le ESG le sujet de la gouvernance, peut-être essayer d'inciter, et je pense que les banques de développement, vu qu'elles ont effectivement une proximité avec les États, inciter effectivement à ce qu'on offre un cadre réglementaire qui favorise, tu parlais d'incitation fiscale. Ça aussi, c'est une responsabilité, hein, inciter effectivement à offrir un cadre réglementaire. Est-ce que là, c'est un point, enfin, c'est une piste, hein, je réfléchis juste comme ça, c'est un peu facile, mais je réfléchis un peu comme ça. Moi, il y a un truc aussi qui me semblait intéressant, et on en a parlé souvent, j'espère que je pourrais, sous ce chapitre de ma carrière, le faire, c'est également les plateformes numériques et digitales sur l'établissement de parcours santé. Ça, je trouve que c'est super important. Et donc, d'avoir des plateformes un peu, comment dirais-je, c'est un peu le principe du bac as a plateforme, et puis y adjoindre les services de différents prestataires pour permettre aux populations de s'approprier des sujets de manière plus individuelle. Ça, c'est et de construire des parcours santé pour les individus, voilà. Et la BOAD pourrait participer avec, je sais pas, des sociétés numériques ou de télécommunications à l'établissement de plateformes pour justement y adjoindre des services d'accompagnement sur des parcours santé. Voilà, je réfléchis comme ça, comment dire, sur le coin de ma tête, à voir quels pourraient être ce qu'on appelle généralement les enablers
pour faciliter cette appropriation des sujets de la santé. Parce que je pense qu'il y a aussi un sujet d'appropriation. Les gens ont toujours l'impression qu'on rentre un peu dans leur vie privée quand on parle du sujet de santé. Donc, ils ont toujours un peu de mal à dévoiler. C'est vrai, c'est un sujet de l'intimité, donc il faut bien assurer aux gens le respect des données qu'ils nous confient et pouvoir construire comme ça, bâtir des parcours. Voilà. Donc, c'est les deux sujets que j'ai en tête. L'environnement réglementaire et aussi le numérique qui permet l'inclusion financière, c'est d'abord l'inclusion de la santé, et le digital permet la proximité des parcours et voilà, et d'être un peu plus, j'ai envie de dire, autonome dans la construction de son parcours santé. Voilà, c'est une forme d'appropriation. Voilà ce que je peux dire. C'est très intéressant. C'est un sujet, je sais, qui est très, en tout cas, qui est souvent abordé dans des réunions, conférences sur la santé, le rôle de l'innovation, de tout ce qui est digital pour justement améliorer le parcours de soins, le parcours santé des populations. Il y a beaucoup de choses de start-up dans l'écosystème des start-up, énormément de coopérations qui se font aussi entre start-up européennes et start-up africaines avec des solutions qui sont quelquefois remarquables. Bon, il y a très clairement un sujet là-dessus, mais on voit bien dans ce que tu dis aussi, Valérie Noël, qu'on peut créer de la valeur et des activités économiques autour de la santé. Et que c'est certainement un secteur aussi qui est un secteur où il y a beaucoup encore de choses à faire et d'opportunités de business pour à la fois toutes les entreprises des télécommunications, pour l'industrie pharmaceutique aussi et des biotech, hein, qui est très présente et qui accompagne certains de nos projets. Donc, pour répondre aussi à la question qui était posée, je pense que tout cet écosystème-là, il faut arriver à le créer, en fait. Il existe de manière souvent informelle et on voit bien souvent dans les pays qu'on a besoin de cadres pour mettre ces gens ensemble et surtout de cadres réglementaires pour, on espère, arriver à mettre en place ces incitations. Donc, si on pouvait avancer là-dessus, ce serait superbe. Moi, je pense qu'on arrive à la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, oui. Alors, Étienne, je te donnerai le mot. Eric, je voulais intervenir sur la question. Ah, oui. Alors, la Chambre des ministres, ensuite Étienne. Et après, on n'a pas de questions dans le chat, donc on va pouvoir atterrir à l'heure. Parfait. Oui, Christine. Alors, très rapidement, c'est la question que vous avez posée concernant la sensibilisation, l'accompagnement fiscal de la RSE. Ce n'est pas une question qui est sur la table, en tout cas au niveau du secteur minier. Je pense que ça n'engage que moi. Hein, si on commence à mettre des incitatifs pour une démarche qui est d'abord volontaire et responsable de l'entreprise, on risque de dénaturer le concept en lui-même. Si je partage l'expérience du secteur minier, nous avons poussé dans notre cadre réglementaire à avoir une codification à minima de la contribution des sociétés minières au développement local ou communautaire. Donc, c'est codifié en ayant une ponction du chiffre d'affaires dédié au développement communautaire et tout ce qui est lié à l'infrastructure, par exemple sanitaire ou à l'économie locale. Et ensuite, l'État encourage vivement, recommande même, si je peux m'exprimer ainsi, que les entreprises minières aillent au-delà de cette contribution-là. Ce qui fait que nous, 2022-2025, nous travaillons, enfin 2022, nous travaillons à mettre en place et vulgariser une charte à minima RSE, un peu comme ce que CEMOA a proposé, mais de façon fédératrice des entreprises minières pour qu'elles s'engagent au minimum sur des actions qu'elles peuvent faire en dehors des engagements réglementaires. Et ensuite, vulgariser systématiquement la contribution RSE. Parce qu'il faut que ce soit au-delà de ce qui est fait au titre de la contribution demandée. Cela, il va de l'image de marque de l'entreprise, cela, il va de la contribution citoyenne de l'entreprise, et cela, il va même à la cohésion du pays, en tout cas. L'autre chose que nous avons regardé, c'est le point qu'a abordé Valérie, on ne parle pas, nous, encore de digitalisation en tant que telle, mais ce que nous regardons dans le cadre de la RSE, c'est de favoriser des entreprises citoyennes ou sociales, solidaires. On n'a pas encore cette terminologie, nous, en Côte d'Ivoire, mais ce serait de susciter au niveau local ou réglementaire, sur des questions d'intérêt général comme la santé, des entreprises
qui ne sont pas des ONG, mais qui sont des entreprises éco-responsables, qui permettraient de développer toute une économie qui absorberait donc toute cette chaîne de valeur sociale qui manque aujourd'hui au tissu économique. Voilà ce que je voulais partager. Très bien, mais le sujet de l'incitation, on va revenir dessus. L'idée, c'est qu'on voit bien, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Soit on crée de l'obligation, et nous, on n'est pas pour, on ne serait pas pour créer une obligation RSE, mais si on reste que sur des démarches volontaires, il y a quelque part, voilà, on tourne toujours et on reste. C'est vrai que vous êtes dans une position un peu particulière quand même, les miniers, où vous êtes en clair, j'ai envie de dire, dès que vous arrivez sur un site, vous êtes presque obligé de créer l'école, l'hôpital, etc., et de montrer l'engagement social, enfin, tout ce qui tourne autour du social doit être visible. Au début, on parlait d'acceptation sociale de l'activité dans certaines zones. Ça fait partie j'ai envie de dire, de votre mode opératoire. Maintenant, il y a tout un tas de secteurs qui n'arrivent pas encore à traduire, je ne vais pas forcément les citer, mais qui n'ont pas la même exposition que vous et qui n'arrivent pas encore à traduire ces engagements en actions concrètes. Donc, toute la question, c'est quel type d'incitation on peut créer pour emmener ces secteurs-là à transformer un peu plus ces engagements en actions concrètes. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on poursuive ensemble dans le cadre de nos échanges. Etienne, si tu veux dire un mot, on va conclure. Deux remarques sur lesquelles je voudrais réagir à la suite des débats. La première, juste une petite observation sur, je crois que c'est Souleymane qui parlait dans le domaine du cacao, de la lutte contre le travail des enfants. Je trouve qu'au CERN, on a reçu une délégation de Côte d'Ivoire, Souleymane, assez importante de toute l'unité des coopératives cacaoyères de Côte d'Ivoire, qui sont très concernés par cette affaire-là. Et au fond, nous sommes arrivés sur une idée qui est que la lutte contre le travail des enfants, il faut la peaufiner un tout petit peu en appelant plutôt cela, à mon avis, la lutte contre le travail forcé des enfants. Parce que le travail en lui-même des enfants n'est sans doute pas un mal, et en tout cas, c'est souvent une habitude sociale de donner un coup de main à ses parents, de vouloir apprendre, etc. Mais par contre, le travail forcé, notamment qui empêche la scolarisation ou qui donne lieu à une transaction financière derrière, ça, c'est répréhensible. C'est juste une observation là-dessus. Mais c'est un sujet qui est, je le sens en tout cas, qui est très, très prégnant en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour enchaîner sur la question des incitations, moi, je suis personnellement pas très partisan, comme vous d'ailleurs, et comme Christine, des avantages fiscaux. Je pense qu'il faut passer un petit peu par des caractères obligatoires, parce que ça n'est pas tellement les secteurs, certains secteurs qui sont plus ouverts à la RSE et d'autres moins, c'est surtout les obligations sociales que ressentent les grands groupes. Or, les groupes européens ont l'obligation, d'abord ont ça dans leur culture, et ont l'obligation sociale et presque réglementaire, par exemple des règles de l'OCDE. Et puis, il y a toute une batterie de règlements sociaux et législatifs qui s'appellent le devoir de vigilance, la loi Sapin 2, etc., les value chains au niveau européen, qui s'appliquent à ces entreprises. Alors, je constate simplement que les entreprises de la deuxième moitié du monde, qui est surtout la partie asiatique du monde, la Chine, les Indiens, le Proche et le Moyen-Orient et les nouveaux acteurs, n'appliquent pas ça parce qu'ils ne sont pas soumis à ces règles-là. Donc, ce n'est pas une incitation fiscale qui va leur faire faire, je pense. Mais je pense que c'est une certaine obligation qui est qu'il faudrait assujettir un certain nombre de droits, par exemple des permis qui sont délivrés, des gains de marché public, des obligations un petit peu sociales dans le pays qui font que si les entreprises ne pratiquent pas la RSE, ils s'extraient un petit peu de l'écosystème local. Donc voilà, je veux concourir à un marché, on va me mettre des obligations de RSE. Bon, et donc nous, on les fait déjà, donc ça nous va bien, mais les nouveaux acteurs, ça va les obliger. Je demande un permis pour exploiter une mine, d'accord, mais une des clauses importantes sera que vous avez des obligations RSE. Je demande d'avoir un avantage fiscal ou de m'inscrire dans telle organisation parapublique, on me demande ça comme obligation. Donc oui, c'est un petit peu obligatoire, mais ce n'est pas punitif. C'est simplement pour mettre tout le monde au même niveau, parce qu'on va finir par se décourager, nous autres entreprises qui le faisons,
parce que ça a un certain coût, ça prend du temps, et on va se décourager pour récupérer la concurrence. Voilà. Ouais. C'est juste une petite remarque que je voulais apporter au départ. Je trouve très intéressant, Étienne, le point que tu viens de faire, mais c'est vrai que ça montre quand même qu'il faut créer une espèce de prime à l'engagement, c'est-à-dire qu'on va faire la différence entre… Oui, mais je l'ai fait à l'inverse. Tu l'as fait à l'inverse, c'est ça. Plutôt celui qui le fait pas. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est, en gros, on crée un système, en gros, pour faire un schématique. Dans mon idée, il n'y a pas d'amende. De bonus-malus quand même. Eric, est-ce que je peux juste compléter ce que vous venez de dire, parce que bon, c'est important. Nous, la BOAD, j'ai envie de te dire, nous avons un moyen un peu d'inciter. J'ai envie de dire, d'abord, dans la contractualisation de nos financements, il y a bien entendu des engagements de respect de ce type qu'on met. Et je dirais que c'est très juste de ne pas être punitif au départ. Et en fait, ce qui sera drôle, c'est de voir que par circonvolution, j'ai envie de dire, il y a un jour des gens qui seront en dehors du cercle et qui finalement n'auront plus accès à la ressource, parce qu'elle deviendra de plus en plus contrainte. Nous, en tout cas, au niveau de la BOAD, comme je le disais, différemment de banques comme la Société Générale qui est réglementée par la BCE, etc., nous, d'une certaine manière, de facto, dès lors qu'on a accès au marché financier, qu'on est raté, etc., les agents de rating, le marché est en demande de cela. Donc, on est assujetti à un certain nombre d'engagements nous-mêmes qu'on prend, d'inciter nos parties prenantes à engager ce chemin de la durabilité, du respect des normes, etc., etc. Donc, la BOAD a un rôle, j'ai envie de dire, central d'accompagnement dans cette transformation, si je puis dire, des habitudes, des us et coutumes, effectivement, de la sphère de l'entreprise, des acteurs économiques. Voilà, je voulais juste rajouter ce point. Donc, voilà, donc nous, en tout cas, on le fait, on essaye autant que faire se peut. Voilà. En tout cas, il y a une piste et un chemin là, c'est des choses à poursuivre. On arrive à la fin de cette commission, donc je vous remercie tous les quatre vraiment de vos interventions qui ont été très, très, pour nous, riches et sur lesquelles qu'on va pouvoir retrouver un replay. Tous les participants qui se sont connectés, évidemment, et tous ceux qui nous ont rejoints ce matin, je voulais juste rappeler donc la date de la prochaine commission, c'est le 28 juin. Donc, notez cette date. On va vous envoyer les éléments, 28 juin. Et nous allons consacrer la prochaine commission à la thématique des maladies non transmissibles. Vous savez qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur ces maladies qui étaient jusqu'à présent considérées comme des maladies des pays du Nord, mais qu'on voit vraiment monter en Afrique. Et nous allons consacrer cela avec une intervention, on l'espère, du numéro 2 de l'OMS parmi les intervenants, avec des témoignages d'entreprises et de fondations. Donc, notez bien cette date. Et puis, je voulais vous rappeler aussi une échéance qui arrive assez rapidement, qui est celle de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, et vous inviter dans les pays, notamment, je pense, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Burkina Faso, dans lesquels nous avons des caravanes axées sur la lutte contre le paludisme, de vous inscrire et de participer. Donc, c'est un appel à la fois à Moussa, à Christine aussi, à Suleiman, à travers vos entreprises et vos réseaux, à voir avec nos chefs de projet sur le terrain pour participer à ces caravanes. Et j'en profite pour faire, ça ne m'arrive pas souvent, mais juste un petit mot et vous montrer un outil que je vous invite à regarder sur le site, qui est le Preuve Kit Palu. Voilà, la caméra est là. Donc, vous voyez, c'est une solution qui allie à la fois une moustiquaire qui protège les familles et les collaborateurs des piqûres de moustiques quand on dort, une pommade, il en a parlé Moussa, la pommade Maya, qui protège à base de karité. Donc, avant d'aller dormir, on sait que les moustiques piquent à la tombée de la nuit et ils transmettent le paludisme le plus, c'est dans ces heures-là. Et surtout, un QR code qui permet, en scannant, d'aller sur un site d'information pour avoir tout ce qu'il faut savoir sur le paludisme, comment s'en protéger, comment utiliser la moustiquaire, à quel moment la changer, etc. Tout ça, c'est 6 500 francs CFA pour 3 ans, donc 10 €. Je pense que ça vaut le coup de regarder ça pour les entreprises et de contribuer de manière très importante. Parce que une moustiquaire, ça dure 3 ans. Ça dure 3 ans. Voilà. Une moustiquaire, ça dure 3 ans. Et donc, c'est par ailleurs une activité économique qui est créée. Ce sont des emplois, puisque ce kit est assemblé à Ouagadougou par une petite unité d'assemblage
qui créent 3 emplois et qui permettront donc à cette entreprise sociale de se développer, on l'espère, à partir des besoins. Voilà, donc très concret, on parlait d'activité économique pour faire du bien. Il faut que Valérie Noël, je trouve ça très bien, il faut que Valérie Noël et Moussa, ils achètent commande tout de suite. 10 000 chacun. Voilà, au minimum. Banco, ouais, moi j'achète, pas de problème. C'est enregistré, donc... D'ailleurs, sur le lien, là, sur le QR code, vous avez une boutique en ligne. On peut commander directement. Et d'ailleurs, vous pouvez vous mettre votre nom, c'est très bon. Voilà, et je laisserai ce kit en démonstration au CIAN, comme ça tout le monde le verra. Et ce serait une manière de le commander quand les gens viendront. Donc, écoutez, merci à tous. On arrive, il est 35, on a un tout petit peu débordé. Mais franchement, on a encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et merci pour... vos témoignages et vos échanges qu'on a eus. Et bravo pour l'animation et le timing. Merci, merci. Oh. Allez, à très bientôt. Et on compte sur vous le 28. À bientôt, bye bye. Take care, comme on dit en bon français. Hein? À bientôt.